N'avez-vous jamais rêvé de voyager dans le temps, d'explorer différents endroits du monde à différentes époques? Personnellement, non. Peut-être parce que je suis un peu trop premier degré et que je sais que si retourner dans le passé était possible, chaque fait et chaque geste foutrait la merde d'une manière ou d'une autre sur mon futur. Mais s'il n'y avait pas toutes ces notions liées à ce qu'on appelle l'effet papillon, alors peut-être que voyager dans le temps me tenterait bien. Et ça tombe bien, le jeu vidéo est un médium profondément immersif, capable de nous faire vivre n'importe quel événement, de n'importe quelle époque, dans n'importe quel monde ou n'importe quel univers, et quand c'est bien fait, on ne se contente pas de voir des choses, on les ressent. Le tout sans les conséquences négatives, pas de douleur, pas de vraie peur, pas de mort, même quand le jeu essaie de nous en donner l'illusion. Parce que c'est fictif, et que dans la fiction, on peut tout se permettre. Et c'est exactement là qu'intervient Assassin's Creed. Parce que dans cette licence, voyager dans le temps, c'est pas qu'un fantasme, c'est surtout une mécanique, littéralement une machine, l'Animus. Un dispositif qui permet de revivre le passé sans jamais vraiment y être. Sans le modifier, sans en subir les conséquences, on n'y change rien, on l'observe juste et on le traverse. Le passé est déjà écrit et notre seule liberté, c'est de l'expérimenter. Mais Assassin's Creed reste avant tout une œuvre de fiction. Une fiction qui s'inspire de l'histoire, qui joue avec elle, qui l'arrange quand ça l'arrange. Et comme toute œuvre de fiction, elle modifie, simplifie, amplifie, parfois même trompe volontairement pour servir un récit, une ambiance ou un propos, pour ensuite se permettre de combler les questions avec ses propres réponses, ou parfois même avec de nouvelles questions. Pour comprendre tout ce que nous cache cette licence, il faut comprendre son histoire et donc commencer par le commencement, avec Assassin's Creed, premier du nom. Dans ce jeu, nous incarnons Desmond Miles, un barman new-yorkais, tout ce qu'il y a de plus lambda, qui se fait kidnapper par Abstergo Industries, une entreprise pharmaceutique qui a également beaucoup d'autres champs d'activité tant officiels qu'officieux, car ils sont surtout une façade moderne pour les Templiers. Une faction qui aspire à la paix mondiale en supprimant le libre arbitre des humains, ce qui fait d'eux des méchants. Et logiquement, s'il y a des méchants, il y a des gentils. Et Desmond fait partie des gentils, car il est le descendant des assassins. La faction qui rivalise avec les Templiers depuis des siècles pour tenter d'arrêter leur manigance. Desmond, alors kidnappé, devient le sujet numéro 17 et est obligé d'entrer dans l'Animus, la fameuse machine qui permet de revivre l'histoire de ses propres ancêtres. Et l'ancêtre en question, c'est Altaïr, un des membres de la confrérie des assassins à l'époque de la 3e croisade. Et au début du jeu, Altaïr est un peu dans la merde, on va pas se mentir. Il a fait foirer une mission, et en plus la forteresse secrète des assassins est attaquée par les Templiers. Et on devra user de force et d'intelligence pour les repousser. Et c'est là que notre premier mystère fait surface, car on apprend que les Templiers ont réussi à accéder à la forteresse des assassins grâce à un traître qu'on finira par retrouver. Sauf qu'il va dire quelque chose de très intéressant. Pourquoi nous as-tu trahis? Et qui sers-tu? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous. C'est une noble cause. Nous? Il y a un maître. Il s'appelle Jamal. C'est lui qui m'a exposé leur plan et demandé d'ouvrir la porte. Il y a donc des assassins qui œuvrent pour les Templiers. Et ce qui est étrange, c'est qu'on nous donne le nom d'un traître, mais qu'à aucun moment, Al-Mualim, le chef des assassins, ne nous ordonne de le retrouver ni de l'éliminer. On pourrait alors penser à un oubli de la part d'Ubisoft. Après tout, avoir des quêtes abandonnées dans la version finale d'un jeu, c'est assez courant. Sauf que ce n'est pas le cas. Parce qu'à la fin du jeu, on apprend qu'Al-Mualim est en réalité lui-même un Templier. Ce qui explique pourquoi aucune mission ne nous a jamais été confiée pour traquer ce traître au service de l'ordre ennemi. Notre propre mentor en faisait partie. Mais du coup, qu'est-il réellement advenu de Jamal, l'assassin traître qui avait été dénoncé? Techniquement, on l'a jamais retrouvé. Et bah si, vous le savez sûrement, mais les assassins ont une capacité spéciale appelée la vision d'aigle. Un moyen de révéler des symboles, des traces ou des intentions invisibles à l'œil nu. Par exemple, pour comprendre qui sont nos alliés, notre vision d'aigle les met en surbrillance bleue. Cependant, nos ennemis, eux, sont en rouge. Sauf qu'énormément de joueurs ne l'ont jamais remarqué, mais juste après l'attaque de la forteresse,
il est possible de profiter une dernière fois de Masyaf avant de partir pour Damas, et d'activer notre vision d'aigle, ce qui permettra à Altaïr d'avoir un joli visuel sur tous les assassins, dont l'un d'entre eux, certainement nommé Jamal, est en surbrillance rouge. On fait un petit bond dans le temps parce qu'au lieu de parler d'Assassin's Creed 2, on va directement s'intéresser au troisième jeu de la saga, qui n'est pas Assassin's Creed 3, mais Assassin's Creed Brotherhood. Cette fois, on ne va pas se focaliser tout de suite sur le personnage culte qu'est Ezio Auditore, mais sur Desmond, et donc sur le monde réel. Dans cet épisode, Desmond est engagé dans une véritable course contre la montre pour empêcher les Templiers de provoquer la fin du monde. Rien que ça. Pour y parvenir, il doit absolument mettre la main sur un artefact extrêmement puissant avant eux, la Pomme d'Éden. Il est accompagné de ses alliés habituels, Shaun et Rebecca, mais surtout de Lucy Stillman, un personnage central dans cette partie de l'histoire. À la fin du jeu, Lucy se révèle être une traîtresse au service des Templiers pour changer, et cette révélation en fait d'une certaine manière la véritable antagoniste de l'épisode, celle qui manipulait tout le monde depuis le départ. Un retournement de situation qui bouleverse profondément les protagonistes au point que Desmond se voit contraint de la tuer afin d'empêcher que les pouvoirs de la Pomme d'Éden ne tombent entre de mauvaises mains. Mais encore une fois, si je vous disais qu'on aurait pu deviner que celle-ci est une Templier depuis le début du jeu. Lorsqu'on incarne Desmond, on peut essayer de s'aventurer dans le coin et activer notre vision d'aigle. Et si on fait bien attention, on remarquera des traces de pas en surbrillance rouge, laissant supposer qu'un ennemi traîne dans les parages. Et vous l'aurez deviné, ces traces appartiennent forcément à Lucy Stillman. Après la mort de Lucy, Desmond se retrouve dans le coma. Rebecca, Shaun et un certain William décident donc de le remettre dans l'Animus pour le maintenir en vie, faisant que Desmond atterrit dans ce qui est appelé la Chambre Noire, un endroit lui permettant de se synchroniser avec ses ancêtres afin qu'il puisse sortir de son coma. Vous l'aurez compris, si dans l'épisode précédent c'était la course contre la montre pour sauver le monde, cette fois c'est la course contre la montre pour sauver notre protagoniste. Et le jeu se sert d'un détail caché pour nous rappeler subtilement à quel point Desmond est dans un mauvais état. Si vous mettez pause et que vous écoutez attentivement, vous entendrez ça. Il s'agit évidemment d'un moniteur cardiaque. Certainement celui qui mesure les battements de cœur de notre héros. Mais si je veux vous parler de révélation, c'est pour conclure une bonne fois pour toutes tout le délire autour des traîtres. Parce que dans cet opus, il est possible de revivre à l'époque des précédents jeux. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains éléments cachés ont été gardés. Par exemple, en revivant un des premiers souvenirs d'Altaïr, on peut activer notre vision d'aigle et constater la présence d'un assassin en surbrillance rouge. Il s'agit évidemment de Jamal, le fameux traître du premier jeu. Black Flag, c'est clairement mon Assassin's Creed préféré. Et pour une raison très simple, naviguer en mer n'a jamais été aussi satisfaisant que dans ce jeu. I thought I heard the old man say, "Leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her." Avec une atmosphère pareille, c'est juste impossible de ne pas se sentir comme un vrai pirate. En plus, dans cet opus, on passe une énorme partie du temps en mer. Ce qui est logique quand on sait que les 3/4 de la map sont constitués d'eau. Mais justement, la mer, l'océan et l'univers marin en général, c'est quelque chose que je trouve à la fois fascinant et terrifiant. Sur Terre, il n'y a rien de plus inconnu que ce qui se cache sous l'eau. Et Ubisoft ne se prive pas de nous le rappeler, puisque le jeu nous permet d'explorer les fonds marins, et qui dit fonds marins dit épave de bateaux, trésors, algues, mais surtout animaux. Des animaux de toute taille.
Alors oui, les baleines c'est magnifique, surtout quand elles sont sous l'eau, pas quand elles sont échouées sur une plage entourée de soldats, ce qui ressemble d'ailleurs beaucoup à une référence au roman culte Moby Dick. Mais en fait, quand je parlais d'animaux de toute taille, je pensais surtout à ça. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait quelque chose qui bougeait dans cette épave. Et à en juger la suite, faut croire qu'elle avait faim. Ce qu'on a vu précédemment me fait pas mal penser à un mystère de AC2, où pour une raison totalement inconnue, il est possible de débloquer une cinématique secrète en s'approchant près d'une source d'eau. Et ce qu'on y voit est assez flippant. Je sais pas si ce qu'on vient de voir est le même animal que dans Black Flag, mais il est terrifiant, surtout que ce truc sort vraiment de nulle part. D'ailleurs, Assassin's Creed 2 est très riche niveau détails mystérieux. Par exemple, Ezio, le protagoniste, assiste à la mort de sa famille. Cette scène marque un tournant dans l'histoire. Pourtant, ce n'est pas la dernière fois que l'on voit la famille Auditore au complet. Parce que si vous vous rendez dans la cour de leur maison à Florence et que vous activez votre vision d'aigle, vous pourrez observer leurs fantômes toujours présents sur les lieux. Malheureusement, ça marche qu'une seule fois. Après, vous pouvez essayer de les revoir, mais ça ne fonctionnera pas. En revanche, si vous voulez observer des éléments qui traversent réellement le temps, suffit de s'intéresser aux glyphes. Ces symboles mystérieux, visibles uniquement grâce à la vision d'aigle, permettent de résoudre une série d'énigmes basées sur des tableaux, des symboles et des références historiques. Et c'est là que ça devient passionnant. Tous ces glyphes, tous ces tableaux sont pas juste des puzzles abstraits, ce sont des éléments majeurs du lore de la saga, qui prendront tout leur sens dans les jeux suivants. Par exemple, on peut y voir Napoléon en possession d'un fragment d'Éden, un élément qui sera directement exploité plus tard dans Assassin's Creed Unity. Les glyphes représentant des triangles renvoient clairement aux pyramides de Gizeh, pyramides que l'on pourra explorer dans Assassin's Creed Origins. Chaque énigme dévoile ainsi une pièce du puzzle global, en montrant comment les Templiers ont influencé les grandes figures historiques et les événements majeurs à travers les siècles. Ce qui sert à renforcer l'idée que les Templiers, c'est une faction profondément corrompue, présente partout, tout le temps, tirant les ficelles dans l'ombre depuis des millénaires. Et toute cette accumulation d'indices, de symboles et d'énigmes mène à une seule chose, une vidéo secrète appelée la vérité. Dans cette vidéo, on ne voit pas une époque historique précise ni un lieu identifiable, on nous montre juste une femme et un homme fuyant, courant, se cachant pendant qu'un cataclysme semble ravager le monde. La femme, c'est Ève, l'homme, c'est Adam. Mais pas Adam et Ève au sens biblique. Ici, ce sont des êtres humains créés par une civilisation bien plus ancienne, les Issus, appelés aussi ceux qui sont venus avant. La vidéo révèle que l'humanité n'est pas née libre, elle a été créée comme une espèce servante, contrôlée grâce à des artefacts appelés fragments d'Éden. Adam et Ève sont les premiers humains à résister à ce contrôle, à prendre conscience de leurs conditions et à fuir leur créateur. C'est donc pas une histoire religieuse, mais une réécriture totale du mythe fondateur de l'humanité, version Assassin's Creed. Cette vidéo sert donc de pont entre toutes les époques. Elle relie Adam et Ève à Desmond, les Issus aux humains, le passé lointain à l'apocalypse à venir. Elle confirme que le conflit entre assassins et templiers n'est qu'un écho d'une guerre bien plus ancienne, celle entre le libre arbitre et le contrôle absolu. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui nous a envoyé tout ça ? Qui a permis à l'Animus de nous dévoiler la vérité à propos des Templiers alors que, je le rappelle, l'Animus est sous l'influence d'Abstergo, qui elle-même est sous l'influence des Templiers, donc ça n'a aucun sens. En revenant au tout début de la saga, on se rend compte que les mystères ne commencent pas avec les glyphes d'Assassin's Creed 2, mais bien plus tôt. À la fin d'AC1, certains détails très particuliers apparaissent dans le monde réel, et seul Desmond est capable de les percevoir grâce à sa vision d'aigle, conséquence directe de l'effet de saignement. Sur les murs de sa chambre chez Abstergo, on peut voir des symboles, des inscriptions, des schémas, parfois même des phrases entières. Bref, des messages chaotiques, presque incompréhensibles, mais qui semblent pourtant suivre une logique. Desmond lui-même est troublé.
Ces marques n'ont pas été laissées au hasard. Elles ont forcément été écrites par quelqu'un comme lui, un autre sujet de l'Animus. Un descendant d'assassin, quelqu'un qui a perdu pied à force d'explorer des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Et tous ces messages ressemblent à un avertissement, comme si cette personne avait tenté de prévenir Desmond de ce qui l'attend plus tard. À ce stade de la saga, le jeu ne donne aucune réponse claire, mais il plante une graine. Et avec le recul, on comprend que ce « quelqu'un », Desmond va forcément finir par le rencontrer. Dans Brotherhood, ces mystères prennent une nouvelle forme. On découvre d'autres messages cachés, d'autres fragments de souvenirs, plus structurés mais toujours aussi inquiétants, et en les déchiffrant, le joueur accède à un niveau secret, complètement à part du reste du jeu, presque hors du temps. C'est là que l'on fait face à un personnage étrange, instable, fragmenté, qui semble conscient d'être prisonnier d'un système, mais il parle par énigme, par métaphore et lâche une phrase lourde de sens. Le temps presse. Beaucoup plus que tu ne le crois. Il est trop tard pour les sauver. Qui? Elle n'est pas celle que tu crois. Tout ce que tu espères devenir, tout ce que tu chéris, ça n'existe plus. Explique-moi. Je t'en prie. L'Éden. Elle... Dans l'Éden, trouve Ève. La clé. Son ADN. Continue. Impossible. Le soleil. Ton fils. Trop faible, il faudrait plus d'énergie. Attends! Je serai avec toi jusqu'au bout. Retrouve-moi dans les ténèbres. Retrouve-moi dans les ténèbres? Est-ce qu'il serait pas en train de parler de la chambre noire? Dans Révélation, le puzzle s'assemble enfin. Le personnage à l'origine de ces messages, de ces avertissements disséminés depuis Assassin's Creed 1, se révèle être un certain Clay, plus connu sous le nom de Sujet 16. Un cobaye d'Abstergo, enlevé bien avant Desmond pour être plongé dans l'Animus et exploiter la mémoire génétique des assassins. Mais là où Desmond a su garder pied, Clay lui a sombré, incapable de supporter l'effet de saignement. Il a vu ses souvenirs se mélanger, sa personnalité se fragmenter jusqu'à sa mort physique. Pourtant, son esprit n'a jamais vraiment quitté l'Animus. Parce que dans Révélation, on rencontre une projection mentale de Clay, une conscience brisée, coincée entre les couches du programme. Clay devient alors un guide, un avertissement vivant de ce qui arrive quand on va trop loin. Il est à la fois une victime d'Abstergo et une clé essentielle pour comprendre la véritable nature de l'Animus, des Issus et du destin de Desmond. Ce mystère étalé sur 4 jeux montre à quel point Assassin's Creed savait raconter son lore sur le long terme en utilisant le joueur lui-même comme enquêteur. Et je vous mens pas, cette époque me manque un peu. Dans Assassin's Creed 3, nous incarnons Connor Kenway, un personnage très différent de ses prédécesseurs. Là où Altaïr et Ezio étaient déjà plongés dans le conflit assassin-templier, Connor, lui, n'a rien demandé. Il est avant tout le produit d'un monde qui s'effondre autour de lui, parce que Connor est le fils de Zio, une femme amérindienne issue du peuple Mohawk, et de Eytam Kenway, qui est lui-même le fils d'Edward Kenway, le protagoniste de Black Flag. Sauf que contrairement à son père, Eytam est devenu un templier de haut rang. Cette double filiation est fondamentale car elle place Connor exactement entre deux mondes irréconciliables, celui des colons européens et celui des peuples natifs, constamment menacés, déplacés et trahis. Très jeune, Connor assiste à la destruction de son village et à la mort de sa mère, un événement traumatique qui devient le moteur de toute sa vie. À partir de là, son objectif est clair, empêcher que cela se reproduise, protéger les siens et lutter contre un système qu'il perçoit comme profondément injuste. C'est cette quête qui le mène vers les assassins. Connor ne rejoint pas la confrérie par idéologie pure ni par tradition, mais par nécessité. Il voit en eux un moyen d'agir, une arme contre les Templiers qui le rend responsable de la souffrance de son peuple. Pourtant, tout au long du jeu, on sent qu'il adhère jamais totalement à leur vision du monde. Connor est rigide, parfois naïf,
profondément idéaliste, il croit sincèrement que les assassins peuvent changer les choses, là où la réalité historique lui prouvera souvent le contraire. Cette tension se reflète parfaitement dans un détail souvent sous-estimé du jeu, le tableau de cible. À chaque assassinat majeur, il laisse un message, une réflexion personnelle, presque intime, et ces phrases montrent son état d'esprit évoluer au fil du temps. Au début, il est sûr de lui, convaincu d'agir pour le bien commun, mais plus il avance, plus ses certitudes se fissurent. Et le message le plus marquant arrive lorsqu'il assassine son propre père, Eytham Kenway. Sur le tableau, Connor écrit simplement « J'ai fait une erreur ». Cette phrase est capitale. Bien sûr, on peut l'interpréter de manière évidente, Connor vient de tuer son père, un acte irréversible, chargé de culpabilité, mais la formulation va bien au-delà du remords filial. Dire « j'ai fait une erreur », c'est pas seulement regretter un acte, c'est remettre en question tout le chemin qui y a mené. À travers Eytham, Connor est confronté à une vérité dérangeante, les Templiers ne sont pas des monstres caricaturaux. Son père partage certains de ses idéaux, notamment l'idée d'un ordre stable, capable d'éviter le chaos et la souffrance inutile. Là où Connor croyait voir le mal absolu, il découvre une vision du monde différente, parfois cohérente, parfois troublante. Et cette prise de conscience fissure profondément sa foi aveugle envers les assassins. Et je trouve que ce doute est essentiel, car il fait de Connor l'un des personnages les plus tragiques de la saga. Il combat toute sa vie pour un idéal qui, au final, ne protège ni son peuple, ni ceux qu'il aime. Et ce fameux message peut alors être lu comme une remise en question beaucoup plus large. Et si l'erreur n'était pas seulement d'avoir tué son père, et si l'erreur était d'avoir cru que les assassins détenaient la bonne réponse. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup l'histoire d'Assassin's Creed 3, et j'aime aussi ses quêtes, notamment celles centrées sur des mystères liés à des créatures soi-disant surnaturelles. On nous parle d'un esprit qui entrait un phare, sauf qu'au final c'est juste un épouvantail recouvert d'un drap. On évoque l'existence d'un Sasquatch, alias Bigfoot, mais il s'agit simplement d'un pauvre type extrêmement poilu vivant dans la nature. On mentionne ensuite une étrange lumière errant dans le ciel, présentée comme un ovni, alors que ce n'est qu'un parapluie coincé dans un arbre reflétant la lumière de la lune. On nous parle même d'un kraken, et là on pourrait presque y croire, après ce qu'on a vu dans Assassin's Creed 2 et Black Flag. Sauf qu'en réalité, c'est juste un gars qui fait de la plongée avec un masque recouvert de tentacules de pieuvre. Bref, pas ouf les mystères, à une exception près. Le mystère du cavalier sans tête. Je ne l'ai jamais vu moi-même, mais on en parle jusque dans le Kentucky. Un mercenaire allemand, un Hessien, comme on les appelle, s'est fait arracher la tête par un boulet de canon lors d'une bataille. Tout son bataillon a été vaincu et mis en déroute. Mais lui, il n'est pas mort, et depuis, il erre dans la nature, à cheval, à la recherche de sa tête. Il poursuit les innocents quand il en voit, prenant leur caboche pour la sienne. En attendant de la retrouver, il porte une citrouille sur les épaules. Je ne l'ai jamais vu en personne, mais j'ai bien vu les cadavres qu'il laisse, décapités et grotesques. Dieu est leur âme. Durant une quête, votre objectif est de prouver son existence. Et d'habitude, dans ce genre de mission, chaque quête finit par démontrer que la créature n'existe pas. Mais pas cette fois. En enquêtant sur le cavalier sans tête, on finit par le voir. Et là, le doute s'installe. Est-ce vraiment le cavalier sans tête ou simplement un type lambda cherchant à attirer l'attention avec une citrouille sur la tête? Pour le savoir, il va falloir jouer à Rogue. Dans cet épisode un peu particulier, parce qu'on incarne tout au long de l'histoire Shy Cormac, un ancien assassin devenu templier, il est possible, après avoir bien avancé dans le jeu, de débloquer un événement qui prend place à un endroit nommé Sleepy Hollow. Faut se rendre plus précisément vers l'église du village où l'on pourra rencontrer et même affronter le cavalier sans tête qui, comme le racontent les mythes, est presque impossible à battre. Vous aurez beau tout tenter avec n'importe quelle technique ou arme, le cavalier est immortel. Pour arriver à le vaincre, il faut s'en prendre à sa tête. Tête qui se trouve sur une des tombes aux alentours. Bref, en tout cas, je suis peut-être un des seuls à avoir apprécié cet opus, bien qu'il soit très différent des autres. J'adore notamment l'attention apportée aux détails par rapport à la suite de la saga, parce que la fin du jeu est le début du suivant, que vous connaissez sous le nom de Assassin's Creed Unity. Dans cet épisode, se déroulant en France, nous incarnons Arnaud Dorian.
Et dès le début de l'histoire, le ton est donné, puisqu'on nous fait vivre le jour de l'assassinat de son père. Et évidemment, la personne étant derrière cet événement est Shai Cormac. Et là où la saga devient particulièrement intelligente, c'est qu'elle nous permet de changer de point de vue. D'un côté, Unity nous montre un enfant brisé, privé de son père sans comprendre pourquoi. De l'autre, Rogue nous place dans la peau de l'homme qui a commis cet acte, convaincu que c'était une nécessité. Et en alternant entre ces deux jeux, le résultat est profondément perturbant, car aucun des deux camps n'a totalement raison, ni totalement tort. Shai n'est pas un simple bourreau, et Arnaud n'est pas un héros guidé par une vérité absolue. En fait, leur histoire illustre parfaitement l'un des thèmes centraux d'Assassin's Creed, la frontière floue entre justice et fanatisme. Enfin bref, attardons-nous vraiment sur Unity et à ses nombreux secrets, notamment ceux liés aux animaux. C'est vrai que c'est pas le truc qu'on regarde en premier, vu les nombreux PNJ du jeu, mais certains détails sont quand même assez troublants, voire perturbants quand on y fait attention. Genre, cette barque remplie de chats, avec ce qui a l'air d'être une sorte de prisonnier. Je dis ça parce que derrière lui, il y a tout plein de personnes mortes, comme si les chats avaient eux-mêmes capturé tous ces gens avant de les assassiner. Et on dirait bien que ce pauvre homme sera le prochain. Dans le même style, on peut aussi trouver ce cadavre entouré de poulets. Pareil, je sais pas vraiment ce que c'est censé représenter, tout ce que je retiens, c'est que j'ai comme l'impression que les animaux de ce jeu font en quelque sorte leur révolution contre les hommes. Après, certains PNJ humains eux aussi sont assez étranges. Personnellement, je me souviens qu'en me baladant près de la Seine, j'ai trouvé des barques avec des cadavres cachés à l'intérieur. Cette fois, c'est pas des chats qui sont à l'origine de ces morts, parce qu'on peut remonter la piste de cadavre en cadavre et tomber face à un homme en train de découper de la viande. Sauf qu'après analyse, c'est pas de la viande animale. On peut même constater la présence de plusieurs personnes toujours vivantes, mais prisonniers de ce qui semble être ce cannibale. Pas très appétissant tout ça. Ça vous dirait de manger des gâteaux ? C'est pas une blague, des parts de gâteaux sont disséminées un peu partout sur la map, et vous pouvez les manger. Et même si dit comme ça, y a rien de vraiment bizarre, c'est après avoir mangé toutes les parts que vous ferez apparaître au jardin du Luxembourg un énorme gâteau. Et si vous essayez de vous approcher pour le manger lui aussi, un ennemi se mettra soudainement à vous attaquer. Il est très fort et a beaucoup de vie. Mais si vous arrivez à le battre, vous gagnerez non seulement beaucoup d'argent, mais ça déclenchera également des feux d'artifice. Cette quête secondaire secrète a intrigué pas mal de joueurs qui ont tenté d'en savoir plus et qui ont découvert que la personne que nous assassinons près de l'énorme gâteau est le marquis de Bullion. Et le marquis de Bullion, c'est un personnage qui, de base, se trouvait dans une quête en coop qui a été supprimée du jeu. Toutes les images que nous avons de cette quête, ce sont les extraits dévoilés lors de l'E3, où nous pouvons observer une première version du combat contre le marquis dans le palais du Luxembourg. Avant de passer à la suite, j'aimerais m'intéresser à un autre PNJ étrange du jeu qu'on peut rencontrer dans la rue. Et ce qu'il dit est à la fois chelou et familier. Non, précieux, il ne faut pas avoir peur. Je suis là. Cesse de pleurer, précieux, tout va bien. Mais si, te dis-je, puisque je suis là. Je pense que beaucoup auront compris que ce PNJ est une référence à un personnage culte du Seigneur des Anneaux. En parlant du Seigneur des Anneaux, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais dans Assassin's Creed Valhalla, vous pouvez trouver un village dont l'esthétique ressemble étrangement à la Comté, là où vivent tous les hobbits dans les films. Mais au cas où l'on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple coïncidence, vous pourrez voir dans une des maisons un pupitre sur lequel est déposée une sorte de bague. Référence directe à Bilbon, ses histoires qu'il écrit et évidemment à son précieux anneau. À ce propos, il y a une quête secondaire où un PNJ nous demande d'aller chercher un artefact qu'il a perdu au fond d'une rivière. Et lorsqu'on retourne le voir, on peut décider de garder cet artefact, ce qui provoquera une réaction assez similaire au même personnage culte dont on faisait référence dans Unity. Ce bracelet est à moi. À moi. Ce royaume devait devenir l'un des plus précieux d'Angleterre. C'est un monde aveuglé. Décidément, il y a quelqu'un chez Ubisoft qui kiffe Gollum. C'est peut-être ce même quelqu'un qui kiffe les jeux From Software, parce qu'on peut découvrir à plusieurs reprises des feux de camp avec une épée plantée à l'intérieur. Référence au fait que dans les jeux Souls, il n'y a pas de sauvegarde automatique,
tout est manuel, et encore, c'est pas tout le temps que tu peux le faire, car t'es obligé de sauvegarder grâce à des feux de camp. Des feux de camp dans lesquels sont toujours enfoncés une épée. On peut également trouver cette même référence dans Assassin's Creed Shadows, mais aussi dans le AC qui va nous intéresser maintenant. Au-delà des jeux From Software, Origins fait pas mal de clins d'œil à la pop culture. Les refs qui m'ont le plus marqué sont celles qui sont les moins évidentes à trouver. Par exemple, en explorant certains fonds marins, il est fort probable que vous soyez passé à côté de ça. Au premier abord, on pourrait penser que c'est une simple pierre, mais si vous examinez comme il faut ou que vous êtes un fan, vous avez sûrement compris qu'il s'agit en réalité du TARDIS, la cabine téléphonique permettant de voyager à travers l'espace-temps du célèbre Dr. Who. Il y a aussi pas mal de dessins et hiéroglyphes représentant des figures cultes du jeu vidéo, comme celle-là, qui est une référence évidente au personnage de Final Fantasy. D'ailleurs, il y a une quête secondaire spéciale qui fait un crossover direct entre les deux franchises. Et en parlant de crossover, Origins permet de faire le lien avec une autre saga iconique de chez Ubisoft. En effet, si vous sortez de l'Animus pour incarner le personnage de Layla, vous pourrez fouiller dans son ordinateur et vous rendre compte que vous avez un document assez intriguant à propos de la mort d'un certain Olivier Garneau. Olivier Garneau, c'est le PDG d'Abstergo que l'on peut rencontrer dans Black Flag. Sauf que ce personnage, on le retrouve également dans le premier Watch Dogs, où le protagoniste, alias Aiden Pierce, finira par l'assassiner. D'où l'image de caméra de surveillance que l'on peut voir dans le PC de Layla. Mais si je vous parle d'Origins, c'est pas pour toutes ces références. Il existe dans le jeu un détail assez étrange, un lac à l'eau totalement blanche. On pourrait se demander pourquoi l'eau a cette couleur, mais c'est pas vraiment ça qui intrigue. Le véritable mystère se trouve sous la surface, le squelette d'une baleine. Trouver un cétacé en plein désert peut sembler absurde, et pourtant ce détail repose sur une réalité scientifique. Il y a plusieurs millions d'années, une grande partie de l'Égypte était recouverte par la mer de Tétis, un ancien océan aujourd'hui disparu. Ça explique non seulement la présence de ce squelette, mais aussi d'autres éléments étranges que l'on peut croiser dans le désert, comme par exemple ce poisson isolé qui semble chercher désespérément de l'eau pour survivre. Bon, en réalité, il n'existe pas. En fait, en s'aventurant trop longtemps dans le désert, le jeu déclenche des hallucinations, des mirages. On peut alors voir des scarabées tomber du ciel, des plantes surgir du sable, des météores voyager dans l'espace, le soleil se dédoubler, et donc logiquement, des poissons incapables de nager. Mais certains mirages vont beaucoup plus loin et deviennent franchement perturbants. On peut apercevoir des cadavres, parfois même le nôtre, et à partir de là, on bascule dans quelque chose de plus ambigu. On peut même évoquer le surnaturel, comme des fantômes, des figures humaines visibles, mais dont l'existence n'est qu'une illusion. Ce ne sont pas des bugs du jeu, mais de véritables apparitions scénarisées. Et je peux le prouver. Si on observe attentivement certains lieux où apparaissent ces spectres, comme cet endroit précis où l'on voit un enfant seul, on remarque sur le sable un dessin représentant une famille avec un enfant, comme une trace laissée par quelqu'un qui n'est plus là. Certains de ces esprits vont même jusqu'à interagir directement avec le joueur, notamment en montant sur notre cheval pendant notre traversée du désert. Mais l'apparition qui a le plus fait parler reste celle de l'homme tenant un bâton. Bâton qui se transforme soudainement en serpent avant de disparaître. Si vous vous intéressez aux récits religieux, cette scène devrait immédiatement évoquer une figure bien précise, Moïse. Celui qui change son bâton en serpent et qui sépare la mer en deux pour permettre à son peuple de fuir l'Égypte. Un symbole fort glissé discrètement dans le désert d'Assassin's Creed à la frontière entre histoire, croyance, hallucination et mystère. Dans cet Assassin's Creed, nous sommes à Bagdad, la capitale de l'Irak, en plein cœur du monde arabo-musulman médiéval, offrant donc aux joueurs la possibilité de découvrir la culture et les mythes arabiques. Mais pas que. En explorant la carte, on peut tomber sur des ruines avec des notes qui font pas mal flipper. La première parle d'un jeune astronome qui étudie la rotation du ciel et vérifie des calculs. Rien d'étrange, sauf qu'en cherchant un nouveau point d'observation, il tombe sur des ruines anciennes. Et là, il découvre un livre, un ouvrage relié de cuir et de métal fermé par des fermoirs. Déjà, c'est pas anodin, c'est pas un simple manuscrit scientifique, c'est un objet qu'on verrouille.
comme si ce qu'il contenait devait rester fermé. Puis, il commence à le lire, et immédiatement, il sent que quelque chose cloche. Dans la deuxième partie du texte, la peur s'installe. L'astronome campe près des ruines, il entend des voix dans le vent, la terre elle-même murmure. Les mots ne sont plus écrits sur des pages, ils apparaissent dans son esprit. Il comprend alors quelque chose d'essentiel. Ce qu'il a ouvert n'est pas un simple livre, c'est une porte. Et plus inquiétant encore, il continue à lire, non pas par curiosité mais par contrainte, comme si le texte exerçait une forme d'emprise. Il le dit lui-même, ce qu'il croyait être une étude des étoiles est en réalité bien pire. Parce qu'arrive le troisième texte où il est écrit « Ils ont régné une fois, ils gouverneront bientôt à nouveau. Ils n'attendent que la saison. » Cette phrase, elle est capitale, parce qu'elle évoque des entités anciennes, disparues, mais pas mortes. Des êtres qui attendent un cycle, un moment précis, pas un hasard, un retour programmé. Et ensuite, tout s'effondre. Son langage se brise, les voix grattent derrière ses yeux, ses pensées sont déchirées, il ne voit plus le monde, seulement leurs mots. Et là surgissent ces noms, je sais pas ce qu'il a essayé de dire, mais il a l'air de vouloir nous prévenir. Mais pour en savoir plus, il faut retrouver ces ruines. Et c'est en le faisant qu'on constate la présence du fameux livre qui est enfermé sous des pierres. En le libérant, on peut le récupérer et découvrir en fouillant notre inventaire que sur le livre, il y a un dessin de poulpe. On dirait en tout cas. Quand on demande à quelqu'un qui s'y connaît en bouquin de nous dire de quoi il s'agit, celui-ci est un peu terrifié. Sais-tu de quoi il s'agit? Je le connais sous le nom de Kitab al-Azif, le livre des morts. Il apporte la mort à tous ceux qui le lisent. Si l'on en croit les récits, bien sûr. Ce qui n'est pas mon cas. Mais il restera dans mes rayonnages, où il ne fera aucun mal, on ne sait jamais. Après cette discussion, on obtient un artefact mystérieux ressemblant encore une fois à une sorte de poulpe. Et je crois comprendre ce que c'est. La créature qu'on a pu observer au fil des jeux n'était pas qu'un simple poulpe. Il s'agissait de Cthulhu, une créature cosmique ultra puissante venant du mythe de l'univers Lovecraft. Sauf que dans Mirage, c'est pas Cthulhu qui a fait du mal à l'astronome. C'est une créature provenant du même mythe appelée Yog-Sothoth, une entité cosmique, une conscience ancienne, omniprésente, qui existe en dehors du temps et de l'espace, et qui est souvent décrite comme une porte entre les mondes. Pour en finir avec cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait absolument terminer sur mon AC préféré, parce que le dernier secret que j'ai envie de vous présenter est un peu différent de tous les autres. Vous le savez, en général, les joueurs adorent essayer de fouiller les fichiers de leur jeu préféré pour découvrir des trucs improbables sur la narration, la map, le game design, etc. etc. Mais Ubisoft ont vite compris que ça allait arriver avec Black Flag. Alors, ils ont intégré un faux fichier secret qui est en réalité un troll dans lequel on entend le personnage de John Standish se foutre ouvertement de notre gueule. Tiens, tu m'as trouvé, seul petit pirate. Eh bien, bravo, t'es un putain de génie. J'imagine que tu espères une petite récompense. Quelque chose pour valoriser le fait que tu as plus de temps libre que la plupart des gens. Et ce n'est qu'une question de temps avant que tu postes ceci quelque part sur le net pour tes petits fans. Tu pourras alors te réjouir de leurs louanges poisseuses de niaiserie en profitant de tes 15 mégaoctets de gloire. Et ensuite, rien du tout. Parce que ça ne changera rien à ta vie. Tu resteras un humain méprisable et tu finiras par mourir. Et sur ton lit de mort, tu repenseras à ce message et tu te diras « Bon Dieu, John avait raison. Oh, j'aurais mieux fait de devenir astronaute. » Et tu sais quoi? Ce sera vrai. T'aurais mieux fait de devenir astronaute. Parce qu'il n'y a rien qui vaille la peine d'être vu ou sauvé ici. Allez, de toute façon, je t'emmerde. Vous pensez qu'il parle de moi ?